bonjour à tous. Bonjour Benoît. Bonjour Nicolas. Alors aujourd'hui, on est là pour parler de Meilleur Taux. Oui, et c'est ce qu'on y fait en IA. Et ce qu'on y fait en IA. Alors Meilleur Taux, j'imagine que votre mission, c'est avant tout de trouver les meilleures offres pour vos clients. Alors tout à fait. Alors, bon, dans le crédit, alors juste très rapidement, parce qu'on va parler principalement du crédit ce matin, mais Meilleur Taux aujourd'hui, c'est aussi de l'assurance, du placement et quelques autres services. Et historiquement, c'était le crédit, mais maintenant, c'est beaucoup plus large. Ok. Donc j'imagine que l'IA est venue pas mal bousculer les pratiques chez vous, chez Meilleur Taux, comme dans plein d'autres entreprises. Alors est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu quels sont les avantages de l'adoption de l'IA et peut-être un peu les limites que vous avez pu voir dans votre adoption de l'IA chez Meilleur Taux? Alors, en effet, bon, si on se concentre par exemple sur le crédit, hein, sur l'analyse d'un dossier de crédit, pour voir vraiment, alors il faut avoir d'abord en tête que nous sommes courtiers. Ça, c'est un point très important, c'est que nous ne sommes pas une banque. Et pour bien comprendre ce qu'on peut faire avec l'IA, il faut retourner en fait à la donnée, parce que, bon, malgré tout, hein, la donnée reste clé dans tout ce qu'il y a. Et pour l'analyse d'un crédit, la différence entre nous et une banque, c'est qu'en fait, nous sommes dans l'information incomplète, si je puis dire. Parce qu'une banque, en fait, va avoir accès à de l'information sur les défauts de ses clients passés. Nous, on n'a pas d'information sur les défauts d'un crédit. Et puis, la banque, elle sait exactement, en fait, quel type de client elle veut et comment elle va calculer le risque. Mais elle ne nous le dit pas en totalité. Donc, face à ça, en quelque sorte, on est face à une sorte de travail un peu de détective, à la fois pour bien trouver ce qu'il y a à voir dans la situation du client et puis bien comprendre ce que veut faire la banque. Et en fait, on est confronté à une donnée qui va être très non structurée. C'est beaucoup de documents, un dossier de crédit. Je pense que tous ceux qui l'ont fait, vous en avez compris. Hein. On vous demande des relevés de compte. Alors ça, c'est quand même la partie principale. D'ailleurs, au passage, pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué, toute votre vie est dans un relevé de compte. Donc en termes de données, c'est extrêmement, extrêmement important. On va vous demander vos bulletins de salaire, on va vous demander évidemment tout ce qui relève de l'état civil, etc., etc. Mais toute cette information-là, on ne vous le donne pas sous forme d'une base de données, en fait. Et aujourd'hui, c'est des documents qui, même s'ils sont scannés ou même si ce sont des PDF, en fait, c'est des documents papier, par nature. Pour ceux qui connaissent un peu, par exemple, l'open banking, qui change quand même beaucoup la donne sur la donnée bancaire, en fait, aujourd'hui, en tout cas les Français, hein, parce que je crois que dans d'autres pays comme l'Angleterre, la situation est assez différente, mais les consommateurs français restent très, très méfiants. Et donc, on récupère quand même principalement des documents qui sont papier. Et il y a encore, moi je vais dire 4-5 ans, hein, le travail pour analyser tout ça, c'est on imprime, on prend un stabilo boss, et puis voilà, on surligne des choses. Donc là, on imagine assez bien comment l'IA va pouvoir nous aider pour aller chercher toute l'information qu'il y a à chercher dans ces documents, pour la transformer en une donnée structurée, pour la catégoriser, et puis pour faire une cohérence, regarder la cohérence de l'ensemble du dossier. Donc ça, c'est pour la partie client. Après, si je reviens sur la partie partenaire, ils nous donnent des informations quand même, hein, sinon on ne pourrait pas travailler avec eux. Mais à nouveau, en fait, c'est une information qui est relativement peu structurée. C'est-à-dire ce qu'on va avoir, c'est des PDF, une sorte de brochures plus ou moins bien organisées, des appels téléphoniques où on prend des notes, des mails. Et là aussi, tout ça, il va falloir l'organiser. Alors ça aussi, c'était des choses qui étaient faites à la main, j'ai envie de dire, mais il faut avoir en tête que l'ensemble de nos partenaires, c'est en fait une centaine de structures, parce qu'en France, il y a aussi des réseaux régionaux. Alors quand vous êtes dans une région, ça va être simplement une quinzaine, mais l'air de rien, une quinzaine, c'est beaucoup. Et c'est de la donnée qui change souvent. Donc là aussi, l'IA va aider les conseillers à mettre un peu d'ordre dans tout ça. Alors, si je peux parler aussi un peu des limites quand même de l'IA par rapport à ce travail-là. Donc comme vous voyez, il y a quand même un aspect qui est très important dans le lien avec le partenaire, puis avec le client aussi. Il faut avoir en tête qu'un crédit, ça reste quand même une négociation. Alors dans notre cas, en fait, c'est une négociation à 3 parties. Nous, on est un peu au milieu. Et une négociation, ça reste quelque chose d'humain. Donc l'IA va venir outiller, l'IA va venir éclairer la situation du client, ce que propose le partenaire. Mais à la fin, c'est quand même, on va dire, 3 personnes, 3 humains qui doivent, sur la base de ces informations-là, discuter et voir comment on conclut le deal. Parfait, donc je vois que l'IA aujourd'hui vous rend énormément service sur la préparation, la structuration de la donnée, qui viennent de vraiment différentes sources qu'il est difficile d'unifier.
Est-ce que vous avez un usage de l'IA sur d'autres domaines, par exemple peut-être de l'analyse de risque? Est-ce qu'on peut creuser sur ces éléments-là? Oui, alors c'est vrai que si on fait un peu un panorama, je dirais, alors des use cases. Alors j'avais fait à un moment un panorama des use cases. Il y en a une quinzaine. Je ne vais pas tous vous les ressortir, mais et puis par contre un panorama des technologies pour rappeler quand même, parce que c'est vrai que là, aujourd'hui, on dit IA, c'est IA générative, et puis ça a ringardisé tout ce qui était avant, qui est devenu l'IA des grands-pères. Mais bon, en fait, j'ai envie de dire, l'IA générative, aujourd'hui, ça ne représente pas plus de 25%, un tiers des technos qu'on utilise pour faire de l'IA. Donc, il y a toujours le machine learning. Hein. Oui, parce que finalement, l'IA, aujourd'hui, on y associe surtout, la grande mode, c'est les LLM, l'IA générative. Mais par moment, ça masque un peu le fait que l'IA, il y avait des technologies avant. Ça va sur des choses un peu à l'ancienne, les filtres bayésiens, il y a aussi du machine learning et des réseaux neuronaux, enfin tout ça, il y a eu une progression au fur et à mesure. Voilà, alors tout ça, en fait, on garde ces technologies et à vrai dire, l'IA générative, puis après je vais venir sur d'autres use cases que ceux que j'ai décrits, va nous aider à être plus performants sur des use cases sur lesquels on utilisait déjà de l'IA, mais des générations beaucoup sur l'analyse de documents, et puis nous permet quand même d'aller vers de nouveaux use cases. Mais si je viens sur des types d'usages où en fait on le faisait sans l'IA générative et où on va continuer à le faire sans l'IA générative, mais après on verra quand même comment l'IA générative change la donation, c'est la détection de la fraude. Donc là on est à nouveau sur la notion de risque, hein, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va détecter un fraudeur. Et là en fait, eh bien, ce sont en fait beaucoup des modèles, c'est-à-dire qu'on va aller chercher toute une série d'informations sur, là je parle de la fraude documentaire, hein, d'informations sur les documents, et puis en fait on va avoir des scores, c'est vraiment du machine learning, c'est-à-dire que suivant certaines configurations, et ben, ça va nous faire ressortir un score, et puis avec un seuil qui nous dit là, la probabilité de fraude est plus ou moins élevée. Donc voilà, donc c'est quelque chose d'un point de vue technologique qui est vraiment du machine learning. Alors, en ayant en tête à nouveau que l'humain est très important, parce que sur la fraude, ce n'est pas anodin quand vous dites qu'un client est un fraudeur. Outre le fait qu'il faut avoir des modèles qui ne sont pas biaisés, on cherche toujours, lorsqu'on a une alerte sur la fraude, on retourne aux documents et on cherche toujours à pouvoir prouver de façon humaine que là, il y a une fraude. La façon la plus simple, c'est que quelqu'un a effacé une transaction. Voilà. Il a effacé une transaction de son relevé, et puis la somme des transactions, ça ne tombe pas juste. Voilà, mais on va toujours vérifier. Alors là, par contre, ce qui est intéressant, c'est que là où l'IA générative, ça peut nous servir et ça peut nous desservir, c'est que par contre, sur des aspects visuels d'un document, quelqu'un qui dessine mal le logo et tout ça, bon, il y avait des modèles, hein, il y avait des outils, beaucoup de réseaux neuronaux, ils ne marchent plus très bien parce que malheureusement, à ce niveau-là, l'IA générative est devenue très très puissante. Alors là, c'est les limites de l'IA, mais dans le sens où on est confronté à des gens qui l'utilisent un peu contre nous, quoi. Mais comme d'habitude, c'est toujours un grand jeu de chat et de la souris sur ce qui est de la fraude et de la prévention de la fraude. Donc je suis pas étonné justement que l'IA puisse être des deux côtés. Alors oui, tout à fait, la fraude, c'est un peu un jeu du chat et de la souris. Alors là où c'est assez intéressant, c'est qu'à nouveau, il y a un jeu avec nos partenaires, c'est-à-dire que voilà, là on voit que l'idéal, ce serait qu'il y ait une coopération totale mais chacun est quand même dans son entreprise et cherche un peu à préserver son environnement data, donc c'est un peu plus compliqué que ça. Yes. Alors, sur la partie justement gestion du risque, vous m'avez parlé de la partie analyse documentaire et détection de la fraude dans ce sens-là. Est-ce que c'est aussi des outils d'aide à la décision pour peut-être orienter un client vers un organisme, un autre, celui où il aura peut-être le plus de chances d'obtenir un bon crédit, un bon taux, ou c'est vraiment limité à ça? Non, en effet, parce que nous, l'idée, un courtier, il est quand même là pour que se fasse l'opération et à la fois maximiser l'intérêt du partenaire. Il ne s'agit pas non plus de lui vendre de façon trompeuse des dossiers véreux, mais aussi maximiser l'intérêt du client. Et en fait, je veux dire, dans les deux cas, quand même l'intérêt du client est maximisé si on ne le met pas dans une situation de risque, et en même temps l'intérêt du partenaire est maximisé si on arrive quand même à lui montrer qu'un client est solvable et peut du coup devenir un client pour lui. Donc, et à ce niveau-là, comme je vous disais, les banques ont quand même des pratiques différentes, et puis je ne vise pas toujours les mêmes publics.
pour des raisons X ou Y. Et puis d'ailleurs, le risque ne porte pas toujours sur le défaut de crédit. Le risque, il peut être aussi, vous voyez, aujourd'hui, on va beaucoup mettre en avant le RSE, donc peut-être que aussi, il va falloir qu'une banque a besoin de s'investir vers des dossiers qui vont être plus verts, entre guillemets. Et donc, les conditions d'octroi, ce que recherchent les banques, ça va dépendre des banques. Et comme je le disais tout à l'heure, on a beaucoup de partenaires, ça change au moins tous les mois, les conditions d'un partenaire. Et même pour un conseiller chevronné, et a fortiori pour un débutant, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué à un moment donné de savoir ce qu'il est possible de faire. Alors évidemment, pour les dossiers très très simples, c'est facile. Après, on peut vouloir optimiser quand même pour le client. Mais pour des dossiers un peu plus compliqués, si vous avez une approche un peu simpliste, vous n'avez pas envie de vous embêter, vous allez dire au client non, c'est pas possible. Alors qu'en fait, il y a sans doute une banque qui est adaptée à son profil, ou alors en adaptant son dossier, des choses un peu la tarte à la crème, parce qu'on est toujours en augmentant par exemple son apport. Ça, c'est la chose la plus simple, il peut y avoir d'autres choses à faire. On va trouver une solution. Et c'est là où l'IA et l'IA générative, pour le coup, nous apporte beaucoup, parce qu'on dépasse simplement des raisonnements un peu 0 ou 1, que va être d'ailleurs un score de crédit qui dit ah non, pas solvable. En allant chercher de la donnée qui est non structurée, en la synthétisant, et puis en étant capable de faire des raisonnements un peu plus subtils, et donc de se dire, ah mais en fait, là, cette banque-là, ça pourrait le faire, et à nouveau, par contre, c'est là où le conseiller doit à nouveau entrer en jeu, c'est que le conseiller, il doit comprendre pourquoi c'est possible, et puis après, il doit, d'une part, peut-être aller convaincre le client de changer un peu la façon dont il conçoit son projet, et puis aussi, peut-être, un peu convaincre la banque qu'en fait, ce client entre bien dans sa cible clientèle. Ok. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses au niveau de l'IA que vous aimeriez faire, mais vous n'y êtes pas encore? Alors, oui, alors c'est plus pour des raisons de moyens et de temps, à vrai dire, pour être franc, mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses parce qu'aujourd'hui, je trouve, personnellement, c'était un peu le chaînon manquant, l'IA générative. Il y a beaucoup de choses qu'on pouvait traiter par l'IA, mais il restait toujours un petit chaînon où il fallait un être humain sans que ce soit intéressant, pour être franc. Quelque chose qui est fastidieux, une petite opération aussi, des choses comme ça. Et là, on arrive vraiment à tout ce qui est automatisable, à aller de bout en bout. Et puis après, l'humain intervient, comme je vous le disais, là, vraiment pour les aspects humains. Donc, avec l'IA générative, là, il y a vraiment des possibilités qui sont complètement ouvertes. Alors, c'est plus un problème de temps. Alors, si je peux citer des sujets sur lesquels on est en train d'investir, mais c'est pas sur lesquels on a pu aller plus loin, c'est par exemple tout ce qui est analyse des retours clients. Ça, c'est assez extraordinaire. Des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, juste pour un peu illustrer. Nous, on a un chat, qui n'est pas un chatbot, on a un chat sur notre site, c'est toujours pareil, c'est un des humains. Vous pouvez poser des questions, parce que le sujet qui d'ailleurs va être le sujet de beaucoup de personnes, et en particulier quand il y a des questions d'ordre juridique, c'est que ça peut être opposable, ce que vous dites. Donc si vous dites n'importe quoi sur le contexte réglementaire d'un crédit, bon, c'est quand même un peu ennuyeux. Donc c'est quand même des humains, mais alors ils sont par ailleurs aidés à aujourd'hui quelque chose d'assez classique avec un moteur de recherche amélioré avec LLM, mais bon, c'est pas ce dont je veux parler. Mais donc on a des messages, plusieurs milliers, entre 5 et 10 000 par mois, ce qui est quand même pas mal. Et on s'est lancé là dans une pratique d'analyse mensuelle de ces messages pour en ressortir les thèmes principaux, les points de friction, et puis les idées d'amélioration de produit. Donc ça, je vous laisse imaginer, le faire à la main, plus de 5000 messages tous les mois. Il faut une armée quand même pour faire ça. Et puis les gens qui font ça, à la fin, ils n'en peuvent plus, quoi. Ils craquent. Alors qu'aujourd'hui, avec l'IA générative, en une journée, c'est fait. C'est-à-dire qu'en une demi-journée, alors à nouveau, il y a l'humain qui intervient. En une demi-journée, on a transformé tout ça en données structurées, on a clusterisé, etc. Et puis on a régénéré des rapports en langage naturel. Et puis après, il faut une demi-journée quand même pour s'assurer que l'analyse qui a été faite, il ne faut pas un peu l'adapter, il ne faut pas un peu retravailler les clusters, tout ça. Mais donc en une journée, une personne, un LLM et une personne, le travail est fait. Puis après, on discute avec l'équipe marque. Voilà, c'est pour tout ce qu'on appelle la voix du client. Et ça, on ne pouvait pas le faire avant. Maintenant, on peut le faire. Alors, on n'est pas encore allé aussi loin qu'on aimerait. C'est là où j'arrive à nouveau. Mais là, aujourd'hui, c'est possible.
Et ça fait partie des sujets sur lesquels on a vraiment envie de continuer à creuser. Donc finalement, des superbes outils qui vous permettent d'accélérer le travail des humains, mais qui ne le remplacent pas complètement. Et on voit, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que dès qu'en fait on revient sur une interaction entre humains, donc conclure un crédit, c'est il y a un client, il y a un partenaire. Les retours clients, l'analyse des retours clients, en face, c'est des humains qu'on a, même si c'est via des messages. En fait, dès qu'il y a un contact avec un humain, alors ce qui est assez intéressant, c'est que dans notre métier, nous, on a un modèle qu'on appelle phygital, c'est-à-dire à la fois physique et digital. Parce que l'air de rien, quand vous faites un emprunt de plusieurs centaines de milliers d'euros, que vous venez placer de l'argent, vous êtes quand même bien content d'avoir un humain en face de vous. Voilà, parce que ça engage quand même votre vie. C'est des gros montants, ce sont des projets qui vous tiennent à cœur et on peut être extrêmement technophile. On peut voir qu'il y a des chats GPT qui sont super sympathiques pour discuter avec eux, mais quand même dans ces moments-là, vous aimez bien avoir quelqu'un de réel. je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup, Benoît. Merci, Nicolas.